Et dans chaque partition, on a les fichiers parquets. OK. Donc, quand on finit de peupler cette table-là, on fait pareil pour produit. Donc, j'exécute ça. OK. Il a créé aussi la table produit qui est là. OK. Donc, quand on finit, bon, on veut voir les snapshots, les données de la table. Donc, cette partie-là nous permet de faire ces visualisations-là. Déjà, OK. OK. Donc, la première requête ici qui donne l'ID du snapshot, le commit add, c'est-à-dire le moment à laquelle il y a eu une action, il y a eu création du snapshot en fait sur cette table-là, la table client. Et là, on a les fichiers des données. Bon, dans cette requête-là, j'ai limité à 5 pour juste voir les données. Et puis ici, on a quoi? Les partitions, les différentes partitions de la table. Donc, c'est le résultat qui est là. Voici le snapshot actuellement qui existe pour la table. Voici les différents fichiers. Et ici, voici les stats sur les partitions. Donc, pour chaque partition, on a un seul fichier. Et dans chaque fichier, voici le nombre d'enregistrements qu'on a. OK. Maintenant, euh, quand on finit cela, euh, on veut visualiser les tables dans notre schéma et les stats des différentes tables. Donc, on voit que dans ce namespace bronze, on a deux tables qu'on a créées. Et dans cette table-là, on a 5000 lignes pour la table client et puis 500 lignes pour la table produit. Donc, voici le récap un peu de cette première partie-là. Donc, la prochaine étape, on va aller dans le notebook 2 où on va continuer d'alimenter toujours notre lakehouse. Donc, il exécute ça. Bon, ici, c'est toujours pareil, hein. Vu que c'est Spark, on va toujours maintenir notre session Spark et on va regarder les stats qu'on avait l'étape précédent, en fait, à l'arrivée. Donc, est-ce qu'on a? Et on fait pareil pour la table des ventes. C'est-à-dire, on crée la table et puis on essaie de donner dans la table. Donc, j'exécute ça. Là, il a créé et il a enregistré 20 000 ventes dans cette table-là. OK. Maintenant, actuellement, on a trois tables. On a trois tables qui sont créées dans Minayo. Maintenant, ici, ce qu'on fait, c'est que on veut jeter un coup d'œil sur les trois tables, en fait, en faisant des jointures. Donc, dans la jointure, ce qu'elle fait, c'est que on va lier des ventes aux clients et aussi les produits concernés. Donc, si vous regardez dans cette requête-là, bon, c'est ce que j'ai fait, hein. Bon, ici, on concatène le nom et le prénom du client, on sélectionne certaines informations euh, du client avec l'ID de la vente, produit. On nous donne. Voilà, ça, c'est une vue d'ensemble des trois tables qu'on a déjà créées. OK. Donc, on a dit que dans une table iceberg, on pouvait faire tout ce qui est opération de update, delete et autres. Donc, cette partie-là, on va faire une mise à jour dans la table.
Donc, le scénario, c'est quoi? Le service comptable se rend compte qu'il y a un bug dans le module e-commerce qui fait passer les remises de 20% à 0%. Et on doit établir la remise correcte pour les ventes du canal web où la remise est à 0%. Donc, déjà, pour faire cela, on a cette première opération qu'on effectue qui nous permet de vérifier que réellement il y a ce bug-là qui est dans notre donnée, en fait, qui est dans notre lakehouse. Maintenant, une fois qu'on fait cette vérification, on applique l'update sur la table des ventes et on affiche le résultat. Donc, ces trois actions-là, c'est ce qu'on fait. Si j'exécute, je pense qu'on pourra voir le résultat. Donc, on a vente affectée par le bug. Donc, après update, ça, voici le nombre de ventes affectées par le bug. Maintenant, quand on finit de faire l'update, normalement, on ne doit plus avoir de ventes affectées par ce bug-là. Donc, c'est ce qu'on affiche ici. Donc, après l'update, on a 0% de ventes web avec 0% de remise. Donc, on voit bien que on a réussi à faire un update sur notre tab Iceberg. OK. Quand on finit de faire ça, et on a aussi la possibilité de faire des suppressions de données toujours dans une table Iceberg. Donc, imaginons qu'il y a un client lui, il veut qu'on supprime ces informations dans notre base. Donc, c'est ce scénario-là qui est fait ici. Un client demande la suppression de ses données personnelles. On doit supprimer toutes ces ventes du lakehouse. Donc, on ne veut plus avoir les traces de ce client-là dans notre lakehouse. Donc, c'est la même action hein, qu'on fait. On va ressortir le client concerné. Voilà. Donc, ici, j'ai mis demande GRPD. Pour expliquer, c'est que le GRPD, c'est une réglementation générale sur la protection des données personnelles. Voilà. Donc, quand j'exécute ça, on voit que pour ce cas-là, on a 2354 clients avec 14 ventes qu'on va supprimer. Donc, avant la suppression, voyez ce qu'on avait dans notre table vente. Moi, si on remonte, on voit que c'est ce qu'on avait inséré ici, les 20 000 ventes. Donc, c'est la même chose qui est là. Et après suppression, voici ce qu'on a. Dans les 14 ont été supprimés. Voilà. En plus de cela, on avait parlé du merge into. Voilà. Le merge into, c'est-à-dire on fait un update, une insertion simultanée selon la ligne. Donc, c'est ce qui est fait ici. Voilà. Donc, pour ça, on va créer une vue d'abord dans laquelle on va stocker notre donnée. Donc, c'est ce qui est fait ici. On crée la vue dans laquelle on stocke la donnée et on affiche déjà. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat qu'on doit appliquer sur la table. OK. Donc, quand on fait ça, on finit de faire ça. Là, on passe maintenant au merge into dans la table des ventes. Donc, voici la requête qu'on fait. Voilà, merge into dans la tab c'est using et voici les conditions, les différentes conditions pour faire le merge into. Maintenant, une fois qu'on finit, on regarde aussi l'action avant
et puis après l'action. Donc, ça, il exécute ça. Donc, voici le nombre de lignes qu'on avait avant le merge. Donc, après le merge, voici, on a uniquement 3 lignes qu'on a ajoutées, 3 nouvelles lignes. Parce que il y avait déjà, la plupart des lignes là existent déjà dans la table. Donc, il ne va pas les rajouter pour créer des doublons. Il va ajouter uniquement les nouvelles lignes. Voilà, c'est ce qui est fait ici. OK. Donc, euh, quand on finit ça, on va passer à l'historique des différentes opérations qu'on a fait sur notre table Iceberg. Donc, je vais exécuter ça. Donc, on voit que plus on mène les opérations sur la table, plus on crée les snapshots. Et à chaque fois, on a la possibilité, par exemple, si on a un bug, de faire pointer la table à un snapshot voulu. Voilà, selon la date du commit. Donc, par exemple, tu dis que à ce snapshot-là, voici l'action qu'on a fait. Voilà, on n'a pas fait de suppression, on a juste ajouté ici, voici ce qu'on a fait et tout. Donc, euh, ça, c'est le récap de la deuxième partie. Voilà, donc, pour résumer, on a nos différentes tables et voici les différentes actions qu'on a menées sur la table des ventes. Donc, on va passer maintenant au troisième notebook. Voilà, là, on va voir tout ce qui est time travel et évolution des schémas. OK. Bon, toujours avec la même session, hein, notre session initiale, Spark. Et là, on fait l'état des lieux aussi de ce qu'on a, l'existant. Donc, dans notre namespace bronze, on a nos 3 tables qu'on a créées. OK. Partie interne travail, on va le passer. Donc, ici, on décide de récupérer la liste des snapshots. C'est de sorte que chaque snapshot doit correspondre à une opération donnée du notebook 2, ce qu'on a fait dans le notebook 2. Donc, voici un exemple de requête qu'on peut faire pour avoir ces informations-là. Voilà. Donc, vu que dans le 2, on a fait mener plus d'actions sur la table des ventes, donc laquelle on utilise cette table-là. Quand j'exécute ça, normalement, il me donne euh, les différentes stats, en fait. Donc, pour V1, voici ce qu'on avait, V2, V3, ainsi de suite. OK. Maintenant, là, par la suite, on va faire une comparaison avant le bug et puis après le bug, en fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier snapshot, c'est-à-dire le premier, ce snapshot-là. Et ici, on prend le dernier avant correction. OK. OK, donc on a le CA avant donc, et on a le CA après. Donc, il exécute ça aussi. Donc, voici les différents chiffres d'affaires qu'on a avant et après en fait, la correction du bug. Donc, toujours via des requêtes SQL hein, dans notre Spark SQL en fait. Donc, dans le résultat, on peut voir avant le bug, bon, les différents snapshots, mais avant la correction, voici la valeur qu'on avait.
du chiffre d'affaires. Et après correction, voici la nouvelle valeur et le delta. On a un delta de 2 millions d'euros. Donc, ça, il nous permet de pouvoir revenir dans le passé pour pouvoir avoir des informations et tout. Maintenant, on vient au niveau du time travel, du time stamp. Donc, on peut aussi recruter par date, utile quand on veut. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a une requête, on va requêter sur la table pour l'amener à un état, qu'on veut, en fait, à ce commit-là. Donc, je vais faire pointer les informations de la table à ce commit qui est sélectionné ici. Donc, déjà, ici, j'affiche et puis je fais ma requête sur la table. Quand j'exécute ça, voici les infos, bon, sinon les statistiques qu'on a dans la table à ce commit-là. Donc, ça, c'est vraiment l'une des puissances de Iceberg, là. Avec les bases de données traditionnelles, on n'a pas la possibilité de faire cela. Bon, après, on a le rollback aussi. Voilà. Donc, ici, imaginons qu'on fait une suppression par malveillance et qu'on veut revenir. On veut revenir sur l'état de la table avant la suppression. Donc, on a aussi cette opération qu'on peut faire avec une table Iceberg. Donc, ici, voici la requête de suppression qu'on effectue. On fait un delete sur la table produit pour les catégories égales à sécurité. Voilà. Donc, après le delete, on compte le nombre d'éléments et euh, on fait un rollback. Quand on fait un rollback et on regarde aussi après le rollback ce qu'on a. Donc, quand j'exécute ça aussi, OK. Donc, voilà ce qu'on a. Le nombre de produits avant le delete erroné. Voilà ce qu'on avait. On avait 500. Et après le delete, on a 438. Voilà. Donc, vu que c'est un delete erroné, on a fait un rollback à ce niveau-là, vers ce snapshot-là. En fait, pourquoi est-ce qu'on a ce snapshot-là? Parce que c'est le snapshot avant cette action-là, en fait, qui est utilisé. Donc, on remet la table à cet état-là et voici nos 500 éléments qu'on a à la table. Quand on finit ça, on vient à la partie évolution du schéma. Donc, on a dit que Iceberg il permet de faire évoluer le schéma. Donc, le CRM fournit maintenant une colonne. On a cette colonne-là qu'on doit ajouter dans la table des clients. Score de fidélité. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de recréer la table. On va juste modifier les propriétés de la table pour lui ajouter cette colonne-là. Et aussi, on a la possibilité d'ajouter un commentaire dans la colonne. Maintenant, quand on finit, on affiche aussi le résultat. Donc, on a le résultat avant modification et le résultat après modification de la table. OK. Donc, ça, c'est l'ensemble des colonnes qu'on avait. Et après modification, voici la nouvelle colonne qui a été ajoutée. Maintenant, il faut noter que quand on rajoute déjà cette colonne-là,
les colonnes qui existaient seront initialisées à nul par défaut. Vu qu'avant, on n'avait pas cette colonne-là dans la table. Donc, ces colonnes-là vont revenir avec la valeur nulle. OK. Donc, c'est ce que dit ici. Bon, ça, c'est ce qu'on vérifie, hein. Maintenant, aussi, on peut peupler les colonnes. Par exemple, score aléatoire, par exemple. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que pour toutes les colonnes qui sont nulles là, on va donner un score de façon aléatoire. Voilà, vu qu'on ne veut pas qu'il y ait de nul dans ce champ score-là. Voilà, donc cette requête-là nous permet d'effectuer cela. Déjà, ici, on affiche pour nous assurer qu'on a vraiment des nuls. Puis, on applique ces modifications-là sur la table et on affiche après modification. Donc, comme on peut le constater, hein, ça c'est quand on a rajouté le score là, on voit que toutes les colonnes là sont venues nulles parce qu'on n'a pas donné de score. Et après l'ajout de score, voici les valeurs qu'on a de façon aléatoire. Voilà. Aussi, on peut renommer une colonne qui existe déjà dans la table. Voilà. Donc, voici la requête qui nous permet de faire ça. Cette colonne-là, téléphone mobile, on va la renommer à téléphone. C'est ce qui est fait ici. Alter table, rename, colonne, téléphone, tout téléphone mobile. Une fois modification effectuée, on affiche aussi le résultat. OK. Donc, voici le résultat. On voit que la colonne téléphone a été renommée en téléphone mobile tout en gardant les données. Voilà. On a aussi la possibilité de changer de type. Maintenant, il faut dire que le changement de type obéit à euh, un ensemble de règles. Donc, voici les différentes modifications qu'on peut faire. Donc, on peut aller du int au big int, du float à double et le décimal aussi. Voici les modifications qu'on peut faire. Donc, ici, on va modifier ce nombre-là de int à big int. Donc, ça, c'est la requête qui nous permet de faire cette modification-là. Alter table, colonne, la colonne, et puis on met le type. Alors, quand on finit, on affiche aussi les infos de la table. Donc, on voit que c'est quelle colonne? NB commande. On voit que ici, notre NB commande a bel et bien été modifié en big int. Aussi, on peut supprimer aussi des colonnes. Et là, on a la possibilité de faire des suppressions de colonnes dans une table ISREC. Donc, c'est ce qui est fait ici, hein. Là, on supprime cette colonne-là de la table client, la colonne qu'on avait renommée là. Et après suppression, on affiche les propriétés de la table pour nous assurer que cette colonne-là a bel et bien été supprimée. Voilà. Donc, normalement, quand je parcours la table, je ne vais plus voir cette colonne-là. Téléphone mobile, qui a bel et bien été supprimée de la table. Donc, à ce niveau,
va passer à la suite, hein, au notebook 4. Voilà, où on va alimenter la couche Silver qui va nous permettre de voir l'évolution des partitions et puis tout ce qui est data maintenance. Voilà, déjà, ça, c'est le récap de ce qu'on a fait, hein, sur, sur la table. Donc, quand je viens ici, OK, OK, on a notre session, soit qu'on lance. OK, une fois lancé, on va créer euh, ce namespace-là, s'il veut. Donc, vu que on n'avait pas encore créé les tables, tout cela, donc on doit aussi créer les tables dans la couche Silver et puis peupler ces tables-là. Voilà, donc on va créer cette table-là, la table des clients dans Silver, et puis on va faire des insertions dans la table. Après tout ça, on affiche, on fait une requête sur la table pour afficher les données qui ont été insérées dans la table. Donc, quand j'exécute ça, OK. Donc, voici notre table créée qui contient 3369 éléments. Et voici les infos de la table. Ici, les infos qui sont affichées ici, c'est le résultat de cette requête-là. Donc, c'est un ensemble de traitements qu'on effectue, en fait. OK. Donc, on fait pareil aussi pour vente. Donc là, c'est client après vente, Silver de vente. OK, donc la table a été créée et avec 6581 lignes. Maintenant, on vient à la partie évolution des partitions. Donc, on a dit que dans Iceberg, normalement, si on a un partitionnement A, on peut toujours faire un nouveau partitionnement sans modifier la donnée. Donc, c'est ce qui est fait, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà. Donc, ici, on va modifier notre table ici pour ajouter un partitionnement mensuel par mois. Donc, Silver vente. Donc, quand je viens ici, vente. Donc, voici la table qui a été créée. Quand je viens dans Data, on voit que on n'a pas de partition. Parce que dans la création de la table, on n'a pas spécifié de partition. Et après, on voit que la table a grossi et qu'on doit maintenant, ou les requêtes sur la table ont commencé à être lentes. Donc, on va faire un partitionnement dans la table. C'est ce on va voir ici. Voilà. Donc, pour ça, on va ajouter ce partitionnement-là sur le mois. OK. Donc, ça, j'exécute ça. Voilà. Donc, voici le résultat qu'on obtient. Donc, avant le partitionnement, voici le nombre de fichiers qu'on avait. OK. Et après le partitionnement, les fichiers restent intacts en fait. Il n'y a pas de changement. Hum, Intégrer les 280 qui seront écrits. Donc, après le partitionnement, ce qu'on fait, on va faire des nouvelles insertions dans notre table. Voilà. Et on va regarder dans Minayo quelles sont les modifications qui ont été effectuées. Donc, ça, j'exécute ça. OK. Donc, voici le résultat qu'on a. Donc, pour les partitions nulles,
comme on le voit ici, on a toujours nos 3 fichiers qui sont là. Donc, ça, c'est la table à l'état initial. Il n'y a pas de partition. Voici le nombre d'enregistrements avec les 3 fichiers. Et après partitionnement, voici les valeurs des différentes partitions. On a un seul fichier par partition. Donc, normalement, quand je viens ici, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a toujours l'état initial et on a les différentes partitions qui ont été créées, qu'on peut voir ici. Et dans chaque partition, on a un fichier. Donc, c'est ce qui est affiché ici. Et dans chaque fichier, voici le nombre d'enregistrements qu'on a. OK. Donc, après cela, on décide d'ajouter une deuxième dimension. Donc, un deuxième niveau de partitionnement dans... Attends, ça c'est la table vente. OK, toujours dans la table des ventes. Ici, on va ajouter un partitionnement par région. Voilà, quand on ajoute ça aussi. Donc, la nouvelle table qu'on va obtenir sera partitionnée par mois, région. Quand il ajoute ça, après, on ira voir les modifications effectuées dans la table. OK. Donc, l'ancien layer non partitionné par mois reste valide pour l'ancienne donnée et les nouvelles écritures seront dans ça. Donc, vu qu'on a ajouté maintenant une nouvelle partition, on va faire des insertions. Voilà. Quand on va faire des insertions, après, on verra les modifications effectuées dans la table. Maintenant, ici, on a la possibilité de faire un explain de requête, en fait. Voilà. Donc, il va nous donner tout le détail sur la requête qu'on effectue. Par exemple, quand je fais explain de cette requête-là, j'ai la possibilité de voir toutes les informations et aussi le plan d'exécution. C'est-à-dire comment est-ce que la requête sera exécutée, s'il y a des partitions qui sont concernées, quelles sont les partitions dans la requête que j'exécute. Donc, c'est ce qui est là. C'est ce résultat-là qu'on a. Bon, ici, là, c'est pas très bien visible. Je vais mettre ça dans le notebook. OK. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est que dans ma requête, là, il fait d'abord ça. Une fonction somme, tout ça. Et quand je fais ça, il fait aussi, il fait des filtres. Normalement, ça, cette partie-là, il donne tout ça. Donc, voici ma requête et aussi les partitions qui seront utilisées. Les partitions dans lesquelles les partitions qui seront utilisées pour exécuter la requête là. Voilà. Maintenant, après, bon, ça, j'ai pas noté, il y a le explain analyze aussi qu'on peut faire, qui lui nous donne un détail plus large, en fait, sur le plan d'exécution de la requête qu'on effectue.
OK. Maintenant, ici, le plan mentionne le push des partitions sur le même utilisateur n'a jamais écrit dans mon. Non, quand j'exécute ça. Une seconde. Donc, ici, voici le plan et là, c'est le résultat de la requête en fait qui est utilisé. Donc, il te dit que la requête qu'on a exécutée là, voici uniquement la partition qui est utilisée en fait. Et voici les résultats qu'on a. Si l'utilisateur n'a jamais écrit un mot. OK. Bon, quand on finit avec l'évolution et l'ident-partition, on passe maintenant à la partie maintenance. Donc, quand on est en production pour une table iceberg, c'est recommandé de mener ces actions-là régulièrement. Tout ce qui est data maintenance. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Voilà. Donc, ce qui est recommandé de faire déjà pour les tables iceberg, c'est de compacter le petit fichier parce que vous voyez que toutes les actions qu'on fait là, à chaque fois, on a dit que il n'écrase pas les fichiers, mais il garde toujours des snapshots. Et à chaque action sur une table, il va réécrire un fichier. Donc, quand il réécrit un fichier, il pointe des snapshots sur ce nouveau fichier-là. Et à chaque fois qu'on va continuer à alimenter la table, on aura toujours des snapshots. Donc, le nombre de fichiers dans Minayo va grossir. Voilà. Donc, pour ça, c'est recommandé de faire ces actions de maintenance-là sur la table, notamment euh, compacter les fichiers. Voilà. Donc, il y a des requêtes qu'on peut faire pour pouvoir faire tout ce qui est compaction des fichiers. Euh, déjà, aussi la suppression des fichiers orphelins. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de synchronisation entre les les anciens fichiers et le metadata. Voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut régler, hein. Parce qu'il y a un délai max, en fait. Et quand ce délai-là expire, normalement, les fichiers-là, ils restent des fichiers orphelins. Ils ne sont plus reconnus par le metadata. Donc, c'est recommandé de supprimer ces fichiers-là. Et aussi de faire un rewrite des manifestes. Voilà. Donc, ça va optimiser les métadatas en elles. Donc ici, déjà pour faire la maintenance data, je vais exécuter cette requête-là pour voir l'état des éléments, des fichiers dans notre table iceberg. Donc, ça c'est l'état avant maintenance. On a 15 fichiers et voici la taille de chaque fichier et la taille moyenne qu'on a pour cette table-là. OK. Maintenant, quand on fait ça, on finit de faire ça, on exécute cette requête-là. Donc, cette requête-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réécrire les fichiers, faire une fusion des petits fichiers en un fichier plus gros. C'est-à-dire quoi, les petits fichiers qu'on a là, elle va faire un merge de ces fichiers-là pour avoir un fichier plus volumineux. Donc, quand on finit de faire ça, on va afficher le résultat et puis voir le changement qu'on a pu effectuer sur notre table ISEC. J'exécute ça. OK. Qu'est-ce qu'il me raconte? Instance créée. Voilà. OK. Donc,
Voici le résultat. En fait, pourquoi est-ce qu'il avait mis cette requête là? Parce qu'il avait mis ce message de là parce que il y avait toujours des actions en cours, en fait. Il n'avait pas fini totalement. Voilà. Donc, quand on regarde the writing data count, writing data added, writing data. Quand on regarde ici, la taille des fichiers qu'on avait, bon, la taille moyenne des fichiers qu'on avait, c'était autour de 26 kilo 8,7. Et après compactage, voici la taille moyenne qu'on a. Et voici le nombre de fichiers. Donc, on voit que ici, euh, cette requête-là nous a permis de réduire considérablement le volume de fichiers dans Minayo. Voilà, donc ça, ce sont des actions qui sont recommandées, que Iceberg nous recommande de faire régulièrement. OK. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait avant snapshot explanation? Count. Donc ici, on va faire toujours une réécriture en fait des fichiers. Tu vois, mais plus sur des fichiers orphelins, en fait. Donc, quand j'exécute ça, je vois que avant l'expiration des snapshots, on avait trois fichiers. Et quand on fait cette requête de suppression des fichiers orphelins, on se retrouve maintenant à 2 snapshots. Voilà. Et là, on a la réécriture des fichiers de ce qu'on peut faire. Mhm. Donc là, ici, on voit que manifeste réécrit. Il a fait une réécriture, mais des fichiers. Maintenant, pourquoi il donne 0? Write and manifest count. Et add manifest count. Donc, ici, il n'a pas agi parce que apparemment, les deux requêtes qu'on a fait déjà ont déjà fait tout le taf en fait. Donc, quand on exécute ça, bon, il y a pas de nouveau fichier à réécrire, tout ça. Parce que cette requête-là, je pense qu'on avait exécuté plus haut, hein, ici. OK. Donc, euh, pour faire un récap de tout ce qu'on a dit, hein, voilà. Normalement, dans Minayo, voici l'architecture qu'on a présentement. On a notre couche bronze qui a 3 tables avec ses différents enregistrements. On a notre couche silver dans laquelle on a enrichi, on a fait des enrichissements, des modifications et on a 2 tables. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière partie qui est la couche gold. Donc, déjà, pour vous représenter l'architecture qu'on vise, hein, voilà d'où on part. Et ça, c'est de façon grosse miles qu'on vise. Donc, dans notre couche gold, on aura 3 tables. Voilà. Et ce sont des tables à partir desquelles on pourra faire tout ce qui est dashboard et autres. Voilà. Maintenant,
Ici, on va voir l'état des lieux de ce qu'on a déjà. Voilà. Ça, ce sont les différents stats sur les tables qui existent déjà dans notre base. OK. Donc, euh, aussi, on a créé ici, on a créé notre schéma, le schéma Gold. Donc, quand on crée ce schéma-là, on doit créer d'abord notre premier tas CA par segment. Voilà, on crée cette table-là et puis on l'enrichit avec des données. Voilà. Donc, ici, on voit que ce sont des agrégats qu'on effectue, hein, vu que c'est la couche Gold, en fait. Donc, il y a pas mal d'agrégats qui sont effectués avec une jointure des tables. Là, quand on finit, on va afficher quelques lignes de la table. OK. Donc, voici le résultat qu'on obtient. Voilà, on a notre table selon cette requête-là qui nous renvoie 96 lignes. Voilà, donc euh, ici, on voit que les ventes sont organisées par segment année. Donc, pour ces segments-là, par exemple, voici le nombre de ventes, le nombre de clients distincts, le chiffre d'affaires, et puis le panier par mois. On fait pareil pour la partie produit. Voilà. Donc, cette table est nommée top produit. Donc, dans cette table-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a le top des 20 produits par CA et par catégorie, voilà, qui sont utilisés par l'équipe euh, Mercant Dissing. Donc, j'exécute ça. Voici aussi le résultat qu'on obtient. Voilà. Donc, top goal, top 3 des catégories, par catégorie. Voilà ce qu'on a. OK. Maintenant, vente mensuelle. Ça aussi, c'est une table aussi qu'on va créer. Voilà. Toujours est-il que bon, ce sont des agrégats qu'on fait, hein, selon un ensemble de critères bien définis. Quand j'exécute ça, voici le résultat. Donc, ici, on a créé nos trois tables. Voilà. OK. C'est de prendre à l'aide dashboard OMS, influenceur, ironie, diagnostic, data ingénieur, lancer, ironie. OK. Donc, ici, à ce stade-là, normalement, notre data lakehouse est prêt. On peut brancher un dashboard dessus pour faire la visualisation. Et euh, pendant que nous sommes en production et on voit ce message-là, tu vois, et on se dit que, bon, vu que tu as un expert data ingénieur qui nous propose du iceberg, il faut nous montrer comment est-ce que iceberg peut nous permettre de gérer ça sans stress. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit de iceberg, tout ça. C'est ce qu'on va voir à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on dit quoi? À, à 16h32, à l'aide le dashboard comme affiche un CA anormalement élevé pour le mois en cours. Et après investigation, on voit qu'un data ingénieur a lancé un update erroné qui multiplie tous les montants par deux sur la vente de la couche silver. Voilà. Donc, on doit résoudre cet incident-là. OK. Donc, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on va
sauvegarder. Bon, on va regarder le snapshot avant l'incident. Donc, c'est ce qu'on fait ici. OK. Et puis, on va calculer les CA. C'est-à-dire, on revient dans l'état avant l'incident, on calcule les CA pour voir si le CA est bon et on va faire les modifications nécessaires. Donc, sauvegarde le snapshot avant l'incident référencé vérité. OK. Quand on finit ça, incident, Abdel multiple. Donc, il en est en cours maintenant, c'est par où? Après l'incident. Quand j'exécute ça. OK. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, à ce snapshot-là, quand on vient à ce snapshot-là, voici les CA qu'on avait. Et après l'action du data ingénieur, voici le chiffre d'affaires qu'on avait, qui est différent, qui est le double en fait qui est le double de ça. Donc, vous voyez, avec Iceberg, on peut facilement faire ces interventions-là. Donc, si c'est un rapport qu'on doit partager, on peut revenir sur un snapshot, faire tout notre start et puis partager. Donc, c'est ce qui est fait ici, en fait. Information. OK. Bien reçu. On confirme que le time travel de la version précédente est correct. Donc, on continue toujours le diagnostic, hein. Donc, ici, on confirme via le time travel que la version précédente est correcte. Voilà, c'est-à-dire cette version-là. On va nous assurer que à cette version-là, la valeur qu'on a, c'est la bonne valeur. Donc, c'est ce on essaie de regarder ici. OK. Donc, le CA, voici le CA, c'est snapshot. Et ça confirme, en fait. On a la confirmation, la version précédente est saine. Voilà. Quand on a toute cette confirmation-là, on fait maintenant le rollback. Voilà. Donc, ici, on pouvait déjà faire le rollback, hein, mais vu que ce sont des chiffres qu'on doit communiquer, il y a un ensemble de prérequis, voilà, des vérifications qu'on doit effectuer. Une fois ces vérifications-là sont OK, on est sûr du résultat là, on peut faire pointer la table sur ce snapshot-là. Voilà. Donc là, on a regardé ici, toujours. Maintenant, ici, on, on va cibler le rollback en fait. OK. Donc, voici cette requête-là. Donc, cette requête-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de faire pointer la table à ce snapshot-là. Donc, rollback to snapshot, la table et puis le snapshot concerné. Quand on finit, on effectue encore les stats pour voir. OK. Donc, là, on a retrouvé notre table à son état avant l'action du data engineer, l'action erronée, on va dire. Donc, voici le bon CA qu'on a dans la table. Ok. Quand on finit de jouer les tables goal, comme on a fait le rollback des cibles,
OK. Donc, vu on a fait un rollback, ici, on va rejouer les tables gold, en fait. Voilà. Donc, ici, comme on le voit, comme on a un rollback silver, on doit rafraîchir les tables gold qui en dépendent. Voilà. Donc, ça, c'est l'action qu'on va faire. Cette ouverture remplace le contenu de tout en gardant l'historique via le snapshot. OK. Donc, ça, j'exécute cette requête-là. Voilà. Donc, notre table a été rafraîchie. OK. Donc là, on a résolu le problème. Maintenance finale de tout le layout. Donc, ça, maintenant, euh, ici, on lance la maintenance. Ici, j'avais parlé d'un ensemble de comportements adoptés quand on utilise du iceberg, voilà, notamment la partie data maintenance. Voilà, donc quand on est en production aussi, ce sont les actions qu'on fait de façon régulière. Voilà, donc ici, c'est ce que je simule ici, hein. Il fait la maintenance sur l'ensemble des différentes tables. Donc, ça, j'exécute, j'attends. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez, il a amené tout ce qui est action de réécriture, de suppression des fichiers orphelins sur les différentes tables. Donc là, euh, il a terminé la maintenance. Donc, normalement, si dans notre table, on avait des requêtes qui mettaient assez de temps, ou même bon, le stockage dans Minayo, il y avait beaucoup de fichiers, normalement, après cette action-là, tout devait être nickel, quoi. Voilà. Donc, à ce stade-là, on a fini la mise en place de notre data lake, hein. De notre lakehouse, disons. Voilà. Maintenant, on, on va faire un récap, en fait. Donc, ici, on a une vue d'ensemble du lakehouse. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a, les différents snapshots. Pourquoi est-ce qu'on a ces snapshots-là? Parce que bien avant ça, on a appliqué tout ce qui est maintenance de données dans notre table. Donc, c'est ce qu'on a. Voilà. Ici, on peut faire des requêtes. On peut faire des requêtes pour faire sortir des stats. Donc, ici, la requête, c'est quoi? Le top des CA par segment client. OK. Donc, voilà ce qu'on a comme résultat. On a les segments, le nombre de ventes, le nombre de clients et plus CA. Bon, à ce stade-là, on a fini, hein. On a fini notre atelier. On vient de mettre en place notre data lakehouse moderne déjà à Apache Iceberg. Voilà. Euh, donc, je vous remercie déjà d'avoir euh, suivi cette présentation-là. Et puis, bon, je suis ouvert s'il y a des questions, des suggestions. Merci. D'accord, merci bien. Et j'espère que vous m'entendez. Au revoir quand Ouais, tu m'entends. je t'entends. D'accord, merci bien pour cette session sur Apache Iceberg qui Mm. était riche en théorie et surtout en pratique. Où, ensemble, on est pu
comprendre hein, c'est quoi Apache Iceberg, ses avantages, l'avantage d'avoir Apache Iceberg aujourd'hui dans nos organisations et pourquoi il faudrait y aller dès maintenant vers Apache Iceberg. C'est ça. Et pour terminer, on a eu un droit à une question très pratique sur Apache Iceberg de bout en bout où on est parti hein, de la création même d'un des causes à passe à iceberg jusqu'à l'exécution hein, des scripts, allant jusqu'à faire des deletes et tout ça. Donc, faire des rollbacks. C'était vraiment intéressant. Merci hein, pour ces sessions-là et nous te remercions, nous et l'ensemble de l'association. Et là, on va passer à la série des questions-réponses. Et on va faire environ 15 minutes de session questions-réponses. Et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas hein, à lever la main, qu'on puisse hein, vous passer la parole. C'est ça. Donc, c'est ouvert à tous. La parole est ouverte à tous. Donc, n'hésitez pas à lever vos mains, poser vos questions. Il y a une question dans le chat qui demande un instant, peut-on avoir l'enregistrement? J'ai rejoint le mythe en retard. Oui, la session sera partagée sur notre page YouTube. Le lien sera mis dans le chat, donc environ 24 à 48 heures après la session. Elle est disponible sur notre Jean-Pierre Abbé qui a la main, hein, donc tu peux poser ta question. Ok, merci. La question que j'avais a été posée. Donc, je pense que j'ai bien compris. Merci. D'accord, ça marche. Et aussi, il y a un lien qui est un survey qui est mis dans le chat et n'hésitez pas à cliquer là-dessus et donner vos impressions sur la masterclass. Et à Waka, il y a une question d'Adams qui demande est-ce que c'est possible Mm. d'avoir en fait le workshop si possible, c'est-à-dire le lab. Ok, ok, pas de souci. Pas de souci. Bon, pour ça, je vais pousser sur Git et puis je vais partager le lien en public où tout le monde pourra télécharger. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ce sera partagé non seulement dans le chat de cette conversation plus tard, Ok, et aussi sur nos canaux traditionnels, notamment sur YouTube, sur LinkedIn. ça marche. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever vos mains. Et moi j'avais une question pour toi, Aboubakar. Il faut dire que Ok. dans la session, il n'y a pas que des personnes techniques, il y a aussi des Mm. personnes qui sont moins techniques qui, eux, ne savent pas vraiment l'intérêt de choisir un lake house spécifique. Hein. Donc, pour toi, quelle réponse tu pourrais donner à ces personnes-là qui sont pas profanes, qui sont pas trop dans la technique, qui sont pas aussi data eng, ils sont peut-être des gars un peu business, mais qui Mm. ont un niveau de décision assez important. Qu'est-ce qui peut les pousser au fait à migrer vers Apache Iceberg de façon simple, hein, pour qu'ils puissent Mm. comprendre l'intérêt réel même de l'exercice qu'on vient de faire. Ok, ok. Déjà, je te remercie pour cette question. Je pense que normalement dans le lab, tout y est, mais bon. Par exemple, à la, dans quel slide là, vers la dernière partie là, où après la mise en place du lakehouse, on a constaté que sur le dashboard, il y avait le CA qui était anormalement doublé pour le mois en cours. Voilà, donc imagine que tu as un directeur, il voit sur son dashboard un CA qui est en double. C'est pas normal. Et quand on vérifie, on voit qu'il y a eu une action erronée qui a commis cela. Donc,
Imaginons qu'aujourd'hui, on était sur du classique. C'était fini, en fait. Là, il fallait, si on a l'historique, faut tout recharger, lancer les pipelines. Alors que, tu vois qu'avec juste quelques requêtes, on a pu faire un rollback pour pointer la table au bon état, en fait, vers le snapshot sur lequel il n'y a pas eu d'action. Donc, je pense que ça, c'est l'une des avantages d'utiliser Iceberg aujourd'hui. Parce que pour un business qui évalue, qui a des dashboards, qui l'observe, généralement, et puis on est dans le monde de la data hein, avec tous les incidents qu'on connaît, on peut avoir ce genre de problème-là. Et si on a si on est dans du iceberg, on peut faire un rollback rapide. Voilà. Et ça, ce sont des chiffres. Cet exemple-là, c'est des chiffres, mais ça peut être même des données qui sont très importantes, en fait. Donc, on peut toujours faire le rollback pour avoir l'information. Donc, ça, c'est l'une des avantages. En plus de cela, on a aussi vu l'ajout de nouvelles colonnes, la modification du format des colonnes. Il faut dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des sources de données n'admettent pas cela. Bon, Iceberg aujourd'hui nous permet de faire tout cela. Donc, tout ça sont des avantages qui peuvent motiver à aller sur du Iceberg aujourd'hui. D'accord, je comprends bien. Si je récapitule, hein, c'est-à-dire que pour, pour un business, au fait, aller sur Iceberg est beaucoup économique parce que ça Ouais, permet de pouvoir faciliter les modifications sur les tables existantes sans les écraser et recréer pour augmenter au fait notre niveau de stockage. Si je c'est comprends ça. bien. C'est ça. D'accord, d'accord, merci bien. Et il y a Abdulaziz, puis Jean-Pierre. Abdulaziz, tu as la parole. Ok, bonjour à tous. Merci pour cette excellente masterclass. Bon, j'ai trouvé le lien dans un groupe WhatsApp sur lequel j'ai cliqué. Bon, la masterclass était très bien faite. Et puis, ça faisait partie de certains de mes besoins. Dans mes recherches sur les data engineering, je cherche la solution, par exemple, pour le lakehouse. Je vois OK. qu'aujourd'hui, vous avez présenté une solution à passe Iceberg. Bon, je n'ai pas pris la masterclass à temps, j'étais en retard. Donc, j'ai vu que dans votre présentation, il y avait un truc qui était à Minayo. Je pense que pour Hmm, stocker. Et puis, hmm. c'est le Minayo, je sais qu'il stocke des données, mais à part Iceberg, là, je ne sais pas réellement ce qu'il fait. Parce que je vois que c'est un notebook qui est là. Bon, je n'ai pas suivi le début. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé si je pouvais avoir l'enregistrement, puis même le workspace. Bon, peut-être prendre en main et puis peut-être continuer de vous suivre. Donc, je vois que vous parlez que vous allez publier sur votre page Facebook. La page Facebook, là, le nom, c'est quoi? Donc, c'était ça un peu ma question. Sinon, merci pour ce masterclass. OK, je t'en prie. Bon, je vois des questions dans le chat. Hein. Voilà, Pour répondre peut-être à Abdelaziz, c'est il y a notre page LinkedIn qui sera partagée le lien sera partagé dans le chat tout à l'heure, ainsi que la page YouTube. Donc, après la session, les différents éléments lui seront partagés et vous pouvez y accéder. C'était un peu ça là où mais il avait posé une question, c'était quoi Minayo, la différence entre Minayo et Iceberg. allô? Oui, allô, Allô? on Oui. t'entend très Déjà, Minayo, si tu veux, c'est notre entrepôt, là où les données de tout ce qui est iceberg seront stockées, en fait. Voilà. Donc,
dans l'infra, j'ai dit que Minao, c'est la partie stockage. Parce que les données qu'on insère dans les tables Iceberg, là, il faut que ces données soient stockées à quelque part, en fait. Voilà. Donc, dans le cas de notre masterclass, c'est Minayo qui est utilisé pour faire ce stockage-là. Donc, laquelle, quand on crée les tables Iceberg, quand on mène les actions, je suis allé dans Minayo pour afficher les répertoires et les données. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond, ça me met sur le chemin. Mais je me suis dit peut-être, mais je ne t'ai pas trop rassuré. Donc, si je veux comprendre, Minayo, c'est le stockage. Dans C'est le tout ça, donc, stockage. maintenant, Apache Iceberg Maintenant, gère. maintenant Iceberg, lui, c'est le format de la table qu'on crée. Ah, ok, le format, ok. Un peu comme le Delta Lake. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Je pense que c'est bon. Merci. Je t'en prie. Oui, il y a des questions dans le chat. Peut-être Hum. Jean-Pierre, après, tu pourras répondre aux questions dans le chat. Il y en a deux. Donc, Jean-Pierre, c'est pas, tu as Ok. toujours Ok, une question à poser. oui, j'ai une question à poser. Merci de me donner la parole. Donc, je suis Jean-Pierre, je suis ingénieur en statistique. Je suis data scientist. Donc, dernièrement, j'ai voulu donc m'orienter vers la data eng parce que la plupart des entreprises dans lesquelles je suis passé, j'ai vu qu'il y avait un véritable besoin en structuration de données, en stockage de données. Donc, j'ai pas démarré donc, le workshop au même moment que tout le monde. Je suis venu un peu en retard. Je veux juste savoir à quel moment pour une entreprise, une petite entreprise, mais qui traite un assez grand volume de données, ce serait pertinent de passer donc à un data lake. OK, pour reformuler, ta question, c'est de savoir à quel moment une entreprise peut aller, peut opter pour un data lake house. C'est bien ça. OK. Bon, déjà, avec ce qu'on a vu, c'est qu'on on va pas parler de moment. Je pense que par défaut, une entreprise qui fait de la data devait opter pour le data lake. Voilà. Parce que euh, quand je me réfère tout à ce qu'on a vu, on a fait une architecture médaillon bronze, silver, gold. Donc, aujourd'hui, pour une entreprise qui produit de la donnée, devrait avoir cette architecture-là. Pourquoi? Parce que le bronze, aujourd'hui, c'est là où je vais stocker toutes mes données brutes. C'est-à-dire, c'est ma source de vérité. Tu vois? Si on a un data lake et qui n'est pas fait avec du iceberg, à chaque fois qu'il y a un souci, on doit revenir rejouer les données et tout ça. Bon, on laisse ça. Aussi, la couche bronze nous permet de faire des stats, si on veut faire d'autres stats, des analyses. Voilà. Après, on a la couche où on va enrichir les données, qui est la couche silver. Et par la suite, tout ce qui est données agrégées, les dashboards, tout ça, c'est la partie gold. Donc, on voit qu'on a une séparation des niveaux de traitement. Déjà, ça va alléger les traitements côté infra. Voilà. Par contre, si tu es dans du classique, ton dashboard, quand il doit s'actualiser, il va faire appel aux données brutes, en fait. À chaque fois, il va puiser dans les données brutes pour faire tout ce qui est visualisation. Ça peut alourdir déjà tes process.
et aussi en termes de ressources, c'est pas optimal. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est beaucoup recommandé de faire du lakehouse. Parce que là, je sépare les différents niveaux de responsabilité. Ok, c'est bien compris, merci. Est-ce que tu pourrais me recommander une formation, une certification? Parce que c'est un réel Bien besoin sûr. aujourd'hui pour moi. OK, d'accord. Je pense que... Allô? Oui, on t'entend. Voilà, je pense que pour ça, bon, après, tu peux me contacter, hein, Jean-Pierre, puis je pourrais te faire des Bon, propositions. j'ai pas ton contact, hein. Le LinkedIn sera partagé sur dans le chat tout à l'heure, sur LinkedIn. C'est bien compris. C'est bien compris. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et il y a deux questions dans le chat. Le premier, c'est de savoir Mm. euh, de, de ton expérience, hein, dans quel cas il vaut mieux ne pas utiliser Apache Iceberg. Parce que la personne peut-être se dit, c'est pas Mhm. toutes les organisations qui ont vraiment besoin d'aller du Apache Iceberg. Donc, dans Mhm. quel cas, au fait, il faudrait pas aller sur du Apache Iceberg, de ton expérience? Bon, de mon expérience aujourd'hui, euh, le cas dans lequel je ne vais pas tout de suite recommander Iceberg, c'est peut-être euh, une entreprise ou un projet dans lequel on fait beaucoup de streaming. Voilà. Pas que Iceberg ne peut pas faire du streaming, mais vu que euh, à chaque action sur une table, crée un snapshot. Et les snapshots là, il ne va pas modifier la donnée, mais il va créer toujours, il va dupliquer la donnée. Donc, dans un process streaming, j'aurai beaucoup de petits fichiers. Tu vois. Et après, les actions de maintenance sur les tables streaming, c'est quasi impossible en fait. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner un moment, mais à la longue, la table va s'alourdir parce qu'on aura beaucoup de petits fichiers. Et quand on va lancer tout ce qui est maintenance de données, ça sera difficile de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que pendant que tu as le streaming qui écrit, qui crée des fichiers, toi, tu veux faire une réécriture des fichiers, c'est un peu complexe en fait. Donc aujourd'hui, dans ce genre d'architecture-là, je ne vais pas recommander Iceberg tout de suite. Voilà, hormis ça, pour tous les autres traitements, je pense que Iceberg est largement suffisant. D'accord. Et la dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une version. Comment? La dernière question, c'est une question d'Adams. Il veut savoir est-ce qu'il y a Mhm. une version en fait Apache Iceberg entreprise Une version Apache qui Iceberg n'est pas qui entreprise. n'est pas open source? Je vois. Euh, bon, non, non. Après, tu as des intégrateurs qui se basent sur la version open source, qui construisent des couches d'abstraction des données. Donc, pour quelqu'un qui cherche une solution entreprise, tu peux contacter ces genres de personnes-là. Sinon, si tu veux faire du pure iceberg, aujourd'hui, c'est la version open source, en fait. Voilà. Maintenant, si tu veux une version entreprise avec un support, tu peux voir, il y a Starburst qui est là. Voilà. Eux, ils peuvent te supporter sur tout ce qui est iceberg. D'accord. On va prendre deux dernières questions. Celle de Olmo, Salomon. Mm, Est-ce que pour des données max 500 mégaoctets, c'est mm. nécessaire d'utiliser Iceberg ou on peut se contenter des méthodes traditionnelles? Mm, Tu as les données qui font un stockage qui est très minime, environ mhm. 500 mégaoctets. Est-ce que c'est vraiment conseillé d'aller vers du Apache Iceberg? Bon, déjà, pour ça, en fait, tout va dépendre
de ce qu'on fait avec ces données-là. Sinon, pour répondre comme ça, je vais te dire pas forcément. Parce que Iceberg, lui, il traite les gros volumes de données. Mais hormis ça, si tu veux avoir tout ce qui est performance de Iceberg, notamment tout ce qu'il offre en fait, tel que les snapshots, la suppression des fichiers orphelins, tu peux aller dessus. Voilà. Mais pour 500 mégas de données, je me dis que on n'a pas forcément besoin de Iceberg en fait. On peut faire des snapshots nous-mêmes. Après, tout va dépendre de notre stockage, mais tu peux faire ça manuellement, tu n'as pas besoin de Iceberg. Maintenant, tu peux décider aussi bon, de faire du Iceberg juste pour le fun, en fait, à cause de tout ce qu'il nous propose. Ok. La dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moyen de purger tous ces snapshots? C'est-à-dire qu'il y a eu à faire des snapshots de façon progressive et Mm. à la fin, tu veux purger en fait tous ces snapshots-là. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Non, il y a un ensemble de snapshots qu'on peut supprimer. Après, tu peux faire des requêtes pour forcer, mais là, ça peut créer des soucis au niveau de la table. Voilà. Généralement, il y a ce qu'on appelle les fichiers orphelins, en fait. C'est-à-dire que tu as des snapshots qui ne sont plus reconnus par le metadata. C'est-à-dire, si ces snapshots-là, on ne peut pas faire de rollback pour pointer la table sur eux. Voilà. Eux, on peut les supprimer sans souci. Mais hormis cela, supprimer des snapshots comme ça, c'est pas recommandé, en fait, parce que ça peut altérer la table. D'accord. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées et aussi toutes les questions qui étaient présentes aussi dans le chat. Et on tient vraiment à te dire merci pour cette disponibilité. En plein samedi, hein, on a eu à faire une session d'environ 2 heures de temps. Et c'est vraiment beaucoup. Et merci pour cette disponibilité. Merci hein, pour la pédagogie avec laquelle tu as eu à animer cette session. Et pour quelques infos, dans le chat, il y a les liens de nos canaux qui ont été partagés et également hein, Ok. le lien au fait du LinkedIn de notre formateur qui a également été partagé. Et il y a le lien d'un bootcamp qui a été développé de bout en bout pour les personnes hein, qui partent de zéro pour apprendre au fait la data eng. Donc, ce lien-là est dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et accéder au fait aussi. Vous avez l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir apprendre et aller de bout en bout au fait pour apprendre la data eng, aller de bout en bout pour devenir un expert. Comme notre expert d'aujourd'hui, Abouaka Kouné. On va te donner pour la session. Donc, si tu as quelques mots à partager, donc, tu as la parole. Bon, que dire? Déjà, ce que je veux dire, c'est merci à l'association des alumni de l'IDSI pour cette opportunité. Et puis, merci aussi à tous les participants et aux différentes questions. Et on se dit à la prochaine, quoi, pour d'autres masterclass sur d'autres sujets. D'accord, merci bien à Waka Koundé. Merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour se connecter à cette session. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles masterclass. N'hésitez pas à consulter le chat. Il y a énormément d'informations. Il y a un survey pour avoir votre avis. Et également le lien pour aller vers le bootcamp qui a été développé de bootcamp pour apprendre la data eng. Et nos canaux traditionnels aussi, notamment sur YouTube et LinkedIn pour pouvoir suivre nos actualités. Merci à tous et excellent week-end. Ok, merci et bon week-end à tous.